Sanctionner les États-Unis depuis l'Afrique. Est-ce une menace vide ou le début d'une révolution silencieuse? Imaginez la scène. Nous sommes un matin brûlant à Kampala. Le soleil tape déjà fort sur le bitume, les marchés s'ouvrent à peine, mais dans les casernes, la tension est à son comble. Le général ougandais Kainerugaba, figure controversée et héritier désigné du pouvoir, convoque la presse internationale. Il ne s'agit pas d'un discours ordinaire. Il lance un ultimatum historique aux États-Unis d'Amérique. Il exige des excuses publiques pour ingérence et humiliations passées. Sinon, il promet des représailles inédites. Pour la toute première fois, un chef militaire africain menace ouvertement la plus grande puissance mondiale. Les caméras tournent, les journalistes retiennent leur souffle. Dans la salle, certains diplomates américains échangent des regards incrédules. Ce scénario, il y a encore 5 ans, aurait semblé relever de la science-fiction ou d'un thriller politique. Aujourd'hui, il s'inscrit dans la réalité brûlante de l'Afrique contemporaine. De l'autre côté de l'Atlantique, à Washington, le Sénat américain réagit sans tarder. Les sénateurs multiplient les déclarations indignées. On exige l'arrestation immédiate du général ougandais. On prépare des résolutions. On brandit la menace du Global Magnitsky Act, cette loi qui permet de frapper financièrement les dirigeants étrangers accusés de corruption ou d'atteintes graves aux droits humains. Pour de nombreux experts, cette loi est redoutée, car elle transforme en parias internationaux ceux qui en sont la cible. Pourtant, Kainerugaba ne fléchit pas. Il choisit la confrontation. À Kampala, l'incertitude s'installe. La population s'inquiète. Qui reculera le premier? Mais alors que la tension monte, une autre voix s'élève, bien au-delà de l'Ouganda. Depuis les terres arides et tourmentées du Sahel, le capitaine Ibrahim Traoré brise le silence. Il prend la parole dans un discours télévisé retransmis clandestinement sur les réseaux sociaux malgré les coupures d'Internet fréquentes. Il accuse frontalement l'Occident. Hypocrisie, exploitation, confiscation des ressources africaines depuis des décennies. Il ne se contente pas de s'indigner. Il propose un véritable divorce avec l'ordre imposé de l'extérieur. Son message franchit les frontières, se propage de Niamey à Bamako, de Ouagadougou à Lomé. Pour beaucoup, c'est le début d'un soulèvement intellectuel, d'un changement de paradigme. Enfin, l'Afrique ose rêver d'écrire sa propre histoire. Ce bras de fer ne se limite pas à un affrontement d'ego. Il incarne un réveil inédit, un désir collectif de renverser des décennies d'inégalité et d'humiliation. Pour la première fois, l'idée même de sanctionner l'Occident, jadis impensable et tabou, s'invite dans le débat public africain. C'est un signal puissant pour tous ceux qui refusent de rester prisonniers de l'histoire, pour tous ceux qui veulent tourner la page de la colonisation économique et politique. Mais attention, si l'Afrique rate ce moment crucial, elle risque bien plus qu'une simple défaite diplomatique. Sa voix, ses ressources, sa souveraineté sont en jeu. Chaque choix fait aujourd'hui pourrait décider du sort, de la dignité, de l'indépendance réelle de millions de personnes. L'histoire l'a déjà prouvé par le passé. Les occasions manquées ne se représentent pas toujours. Derrière les tweets incendiaires, les menaces officielles et les déclarations fracassantes, que se joue-t-il réellement en coulisses? Qui sont les acteurs cachés? Quels intérêts s'affrontent? Et surtout, quels sont les véritables enjeux qui pourraient bouleverser le destin d'un continent tout entier? Prenons le temps de revenir aux origines de cette crise. Pour comprendre sa profondeur, il faut décrypter les fractures qui déchirent l'Afrique contemporaine. Qui sont les forces en présence? Quelles alliances secrètes, rivalités anciennes ou blessures non cicatrisées expliquent la radicalisation des positions? Ce qui s'est joué à Kampala n'était pas une simple élection comme tant d'autres sur le continent. C'était une démonstration de force, une mise en scène implacable du pouvoir militaire, orchestrée sous couvert de démocratie. Mais derrière le rideau, la réalité était tout autre. En janvier 2026, la capitale ougandaise plonge dans une atmosphère de siège. L'armée quadrille les rues, les blindés stationnent à chaque carrefour stratégique. Les habitants, habitués aux tensions, sentent que l'élection qui s'annonce sera différente. Les regards sont fuyants, chacun mesure ses mots. L'électricité politique est palpable, mais le silence est assourdissant.
Soudain, à la veille du scrutin, Internet est coupé sans le moindre préavis. En l'espace de quelques heures, des millions de voix sont réduites au silence numérique. Plus de réseaux sociaux, plus de messagerie, plus aucun moyen de communication avec le monde extérieur. C'est une chape de plomb qui tombe sur la ville. Les rumeurs se propagent à voix basse, de maison en maison. Les voisins se méfient, l'État ne dialogue plus. Il impose la peur. Ce scénario n'est pas inédit. On l'a vu ailleurs, lors de la Révolution verte en Iran, lors du printemps arabe en Égypte, ou encore lors des manifestations au Myanmar. À chaque fois, la coupure d'Internet vise à briser la coordination populaire, à empêcher la documentation des abus, à isoler les citoyens les uns des autres. C'est une arme moderne de contrôle social. Les résultats officiels ? Une pure fiction. Aucun vote n'a été compté au grand jour. Tout s'est décidé dans l'ombre, derrière des portes closes. Les chiffres annoncés sont fabriqués sur mesure pour offrir au général Muhoozi, allié de Kainerugaba, une victoire écrasante. Ce n'est plus la démocratie, c'est la domination pure et simple. Le message est clair. L'héritage du pouvoir ne passe pas par le peuple, mais par la force. Face à cette violence institutionnelle, l'État ougandais déclare la guerre à ses propres citoyens. La répression s'abat sans pitié. Arrestations arbitraires, disparitions, exil forcé. Les journalistes indépendants sont arrêtés ou contraints à la clandestinité. Les opposants fuient vers le Kenya ou le Rwanda, espérant y trouver refuge. La peur devient une arme d'État, l'espoir, un crime passible de prison, voire pire. À des milliers de kilomètres de là, les États-Unis observent la situation avec inquiétude. Le Sénat américain, déjà irrité par les provocations de Kainerugaba, agite la menace ultime, la loi Magnitsky. Cette loi, adoptée en 2012, a déjà été utilisée pour sanctionner des oligarques russes, des généraux birmanes ou des responsables chinois du Xinjiang. Elle permet de geler les avoirs, d'interdire l'accès au territoire américain, de priver de visa les proches et alliés des dictateurs ciblés. Mais cette fois, Kampala stupéfie le monde. Au lieu de céder, le général Muhoozi riposte. Il menace Washington de représailles. Il laisse entendre que l'Ouganda pourrait expulser les diplomates américains, fermer les bases militaires occidentales, ou même nationaliser les actifs étrangers. Un affront jugé inimaginable il y a à peine quelques années. Dans ce climat de défiance, la démocratie n'a plus de sens. La peur règne, l'information est muselée, le citoyen privé de tout pouvoir réel. Quand l'État se retourne contre sa nation, chacun perd la maîtrise de son destin. Tout devient possible, sauf l'espoir. Mais si la situation ougandaise glace le sang, ce qui se prépare au Sahel risque de bouleverser l'équilibre de tout un continent. Au Burkina Faso, une nouvelle génération s'organise dans l'ombre, malgré la surveillance et la censure. Le capitaine Ibrahim Traoré incarne ce mouvement. Il n'a pas le profil du chef militaire traditionnel. Il est jeune, passé par l'école publique, formé à la fois à la discipline militaire et à la pensée critique. Il n'hésite pas à dialoguer avec la jeunesse, à s'adresser directement aux agriculteurs, aux étudiants, aux commerçants. Ce que l'Occident redoute le plus, ce n'est pas la force brute d'un homme en uniforme, mais la contagion d'une idée simple et puissante. Une idée qui franchit les frontières, qui défie les puissants, qui menace de renverser l'ordre établi. Celle d'un peuple qui exige la maîtrise de ses ressources et sa souveraineté. Le choc ne vient pas du canon, mais de la conviction. C'est ce que Traoré a compris. Il multiplie les discours dans les écoles, organise des assemblées populaires, invite les femmes des villages à participer à la gestion des coopératives agricoles. Il ne promet pas la lune, mais il affirme que chaque citoyen a un rôle à jouer dans la reconquête de la souveraineté. Au centre de ce tumulte, une hypocrisie se révèle dans chaque communiqué officiel occidental. Tandis que les dirigeants européens et américains dénoncent la dérive autoritaire, réclament des sanctions, insistent sur le respect des droits humains, leurs multinationales, dans l'ombre, négocient des contrats juteux. On retrouve Total Energies, Glencore, Chevron, Shell, qui investissent dans les mines, le pétrole, les terres rares. Les bases militaires étrangères, présentées comme des garanties de stabilité,
servent aussi à sécuriser les corridors logistiques et les zones minières. Ce double discours n'est pas nouveau. Déjà, dans les années 80, la France affichait son soutien à la démocratie, tout en appuyant discrètement des dictateurs jugés amis de Paris. Les États-Unis, de leur côté, exigeaient de Mobutu ou de Blaise Compaoré la stabilité, mais fermèrent les yeux sur les détournements de fonds et la répression. Aujourd'hui, la technologie rend la duplicité plus visible, mais les mécanismes restent les mêmes. Derrière le théâtre des droits humains, la réalité est brutale. La domination militaire n'est qu'un outil pour préserver des intérêts économiques. Les bases militaires occidentales, implantées à Djibouti, au Niger, au Sénégal, ne sont pas là pour la paix, mais pour garantir que les mines et les oléoducs restent ouverts à l'Occident. Les droits de l'homme deviennent une arme à double tranchant, brandie ou rangée selon les intérêts du moment. Face à cette mascarade, Traoré décide de déchirer le rideau. Il expose le jeu truqué, dénonce les contrats léonins, publie sur Internet les clauses secrètes des accords passés avec les compagnies étrangères. Il montre que les droits humains ne servent d'étendard que lorsque les États africains menacent de nationaliser, de rompre avec l'ordre colonial ou de redistribuer les richesses. Quiconque réclame le contrôle du sous-sol devient automatiquement paria ou dictateur pour Paris et Washington. Le modèle burkinabé ne se limite pas à la provocation. Il inquiète car il met en œuvre des mesures concrètes: nationalisation progressive des mines, expulsion des compagnies étrangères jugées corrompues, appel à l'autosuffisance alimentaire. Les infrastructures sont érigées avec des moyens locaux. L'économie devient plus résistante. Le cordon colonial se rompt. Ce sont ces choix, bien plus que la rhétorique, qui angoissent les capitales occidentales. Pour comprendre l'ampleur de cette révolution silencieuse, comparons avec le passé. Dans les années 60, Kwame Nkrumah au Ghana avait tenté une politique similaire de rupture avec l'Occident, en nationalisant les mines de bauxite et en misant sur l'industrie locale. Mais il avait été renversé lors d'un coup d'État, soutenu discrètement par la CIA. En Algérie, dans les années 70, Houari Boumedienne avait imposé la nationalisation du pétrole, déclenchant une crise diplomatique avec la France. À chaque fois, la volonté d'émancipation a rencontré une résistance féroce, parfois violente, de la part des anciennes puissances coloniales. Mais aujourd'hui, la donne a changé. La démographie africaine explose, les réseaux sociaux facilitent la circulation des idées, la jeunesse est plus instruite, plus connectée, plus exigeante. Les vieux schémas de domination ne fonctionnent plus aussi facilement. Pour l'Ouganda, la situation est plus complexe. Malgré les milliards de dollars d'aide qui affluent chaque année, le pays reste dépendant. À chaque tentative d'autonomie, le spectre de l'isolement et de la pauvreté ressurgit. Les bailleurs de fonds menacent de couper les vivres, les investisseurs se retirent, la monnaie plonge. C'est un chantage subtil mais redoutable. Rompre, c'est risquer la famine. Accepter, c'est renoncer à la dignité. Ce dilemme n'est pas abstrait. Il engage la vie quotidienne de millions de familles. Faut-il accepter la dépendance au nom de la stabilité ou risquer l'asphyxie économique pour défendre ses droits? Chaque décision politique peut faire basculer le pays vers la servitude ou vers une renaissance inattendue. Mais l'Occident n'a pas anticipé la nouvelle stratégie de Traoré. Il ne prône pas la guerre, il ne cherche pas la confrontation armée. Il propose une arme bien plus subtile, mais tout aussi dévastatrice: l'arme du refus collectif. Imaginez, du jour au lendemain, l'Afrique ferme toutes ses mines au reste du monde. L'or, l'uranium, le cobalt, les terres rares, le lithium. Soudain gelés, inaccessibles aux multinationales. Un tel gel total des ressources serait la bombe atomique africaine. Une arme pacifique, mais capable de bouleverser l'économie mondiale en quelques semaines à peine. Dans ce scénario extrême, les États africains nationalisent leur sous-sol, expulsent les groupes étrangers, rompent brutalement avec le dollar américain. Les contrats sont annulés, les cargos bloqués dans les ports de Mombasa, de Lagos, d'Abidjan. Les devises occidentales sont interdites. Pour la première fois depuis la colonisation, l'Afrique pose la question qui fait trembler tous les marchés. À qui appartiennent vraiment les richesses du continent?
la panique gagne aussitôt les capitales occidentales. À Washington, les stratèges consultent les cartes, comparent la situation à la crise pétrolière de 1973, lorsque les pays de l'OPEP avaient fermé le robinet du pétrole, provoquant une récession mondiale. À Bruxelles, à Paris, à Londres, les téléphones chauffent. Comment stopper cette contagion idéologique qui transforme la souveraineté en acte révolutionnaire? Dans ce climat explosif, la délégation de l'Alliance des États du Sahel débarque à Kampala. Ils ne viennent pas négocier, mais poser un ultimatum. Ou bien l'Ouganda rejoint la vague de nationalisation, cesse de servir de relais à l'Occident, ou bien il sera isolé, privé de toute coopération régionale. Ce n'est plus une simple posture, c'est l'épreuve de vérité. Face à ce dilemme historique, le régime ougandais n'a que deux choix. Capituler, c'est accepter de redevenir une simple base pour les intérêts étrangers, trahir la soif populaire de dignité. Résister, c'est affronter la tempête. Sanctions immédiates, menaces de déstabilisation, sabotages économiques. Mais aussi saisir une chance unique d'écrire une nouvelle page d'histoire, celle de la souveraineté réelle. Le risque est immense. Un faux pas peut mener à la ruine économique, à la révolte, voire à la guerre civile. Mais, pour la première fois, le peuple africain entrevoit une alternative. Décider du prix de ses ressources, négocier d'égal à égal, restaurer la dignité volée depuis des décennies. Cette confrontation n'a rien d'un jeu d'échecs abstrait. Derrière chaque décision, il y a la survie de millions de familles, l'avenir d'une jeunesse privée d'horizon, la possibilité pour tout un continent de redevenir maître de son destin. La souveraineté n'est plus un slogan. C'est une question de vie ou de mort, pour l'Ouganda comme pour l'Afrique entière. Mais comment éviter les pièges du passé? Comment empêcher que la quête d'indépendance ne dégénère en nouveau cycle de misère ou de violence? L'histoire africaine regorge d'exemples douloureux. On se souvient de Patrice Lumumba, assassiné avec la complicité de puissances étrangères. De Thomas Sankara, abattu pour avoir voulu rompre avec la dette coloniale. À chaque fois, la volonté de rupture a été brisée par la trahison, l'isolement ou la force brute. Pourtant, il existe des contre-exemples. Le Botswana, après sa découverte de diamants, a négocié avec De Beers une répartition plus juste des profits, investissant massivement dans l'éducation et la santé. Le pays a évité la malédiction des ressources, grâce à la transparence et à la redistribution. De même, la Norvège, après la découverte du pétrole, a créé un fonds souverain, géré de façon indépendante, qui assure la prospérité sur plusieurs générations. Ces modèles montrent qu'une gestion intelligente des ressources, alliée à la solidarité et à la transparence, peut ouvrir la voie à une véritable souveraineté. Mais derrière le choc des puissances, une question demeure. Qui, réellement, tire les ficelles dans l'ombre? Pour comprendre ce qui se joue, il faut plonger dans l'histoire secrète des alliances et des trahisons africaines. Les réseaux d'influence, les lobbyistes, les mercenaires économiques, les sociétés de conseil, les cabinets d'avocats internationaux, tous jouent un rôle dans l'orientation des décisions stratégiques. La liberté, ce n'est pas crier derrière un écran, c'est s'emparer de son avenir, le façonner, le défendre, même quand cela coûte cher. Traoré le martèle, la souveraineté ne s'arrache pas à coups de slogans ou de hashtags, mais par des sacrifices réels et une solidarité vécue au quotidien. Tant que la majorité restera spectatrice, rien ne changera. La véritable indépendance commence quand chacun accepte sa part du fardeau. Il ne s'agit pas seulement de manifester, mais de soutenir les filières locales, d'exiger la transparence, de contrôler les élus, de boycotter les entreprises corrompues. Au Sahel, l'équilibre repose sur une alliance profonde entre le peuple et l'armée. Ni dictature militaire qui écrase la rue, ni foule désarmée livrée aux prédateurs. C'est la fusion de la discipline des soldats et de la légitimité populaire qui permet de tenir tête aux ingérences étrangères. Là où le peuple nourrit, protège et soutient ses défenseurs, la souveraineté devient une réalité, plus une promesse fragile. Mais l'histoire prévient. On ne peut pas se dire révolutionnaire en étouffant la jeunesse. Le modèle Muhoozi, fondé sur la peur et la répression,
ne fait que réinventer les chaînes de la dépendance. Fermer la porte aux puissances étrangères tout en muselant la nouvelle génération, c'est condamner l'avenir à l'immobilisme. La vraie révolution ne craint pas la relève. Elle la prépare. Elle la transmet. Traoré insiste. Le futur appartient à ceux qui reprennent la maîtrise de leurs ressources. Cela signifie connaître ce qui sort du sol, contrôler à qui cela profite, et refuser que la dignité soit sacrifiée pour quelques contrats ou promesses. Tant que l'Afrique continuera d'exporter ses richesses sans garantir la justice sociale et la fierté collective, la souveraineté restera illusoire. Chaque voix compte. Chaque geste de reconnaissance envers ceux qui résistent, chaque acte de solidarité, même discret, pèse dans la balance de l'histoire. Ce ne sont pas seulement les décisions des chefs d'État qui changent le destin d'un pays, mais la somme des engagements quotidiens de millions de citoyens. C'est là le pari risqué. Sans engagement populaire, même l'idée la plus juste tombe à plat. Mais avec cet élan collectif, une nation peut renaître, et tout un continent peut changer le cours de son histoire. La lutte pour la souveraineté ne se limite pas au terrain national. Elle s'étend, se complexifie et confronte chaque citoyen à des choix difficiles et à des alliances inattendues. L'Afrique peut-elle s'unir pour former un front commun face aux pressions extérieures? Peut-elle créer des blocs économiques régionaux solides, capables de négocier d'égal à égal? Des initiatives existent déjà. La zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, lancée en 2018, ambitionne de créer le plus grand marché unique du monde, avec plus d'1 milliard de consommateurs. Si elle parvient à surmonter les obstacles logistiques et politiques, cette union pourrait renforcer la capacité de négociation des pays africains. Le monde entier observe l'Ouganda, mais l'Afrique, elle, fixe déjà l'horizon. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse le duel apparent entre un général ougandais et le Sénat américain. Il s'agit d'une ultime bataille pour la souveraineté, où la dignité devient une question de vie ou de mort. Rester dans le statu quo, c'est accepter la lente disparition de l'identité africaine et l'effacement du continent sur la scène mondiale. C'est perpétuer un système où chaque ressource, chaque voix, chaque rêve finit dans les mains d'autrui. Mais choisir l'engagement, c'est ouvrir la porte à la liberté, à l'espoir, à une fierté retrouvée. Le dilemme n'est plus abstrait. Il est pressant, palpable, vital. Ce qui s'est joué à Kampala, cette mascarade électorale, ce vol organisé de la volonté populaire, dépasse le cadre national. C'est un signal d'alarme pour chaque pays du continent. Si la souveraineté est trahie une fois encore, l'Afrique s'expose à un cycle sans fin de soumission et d'humiliation. Pourtant, une autre voie émerge. La contagion du modèle du Sahel, portée par la jeunesse et incarnée par de nouvelles figures comme Ibrahim Traoré, refuse l'attente et les solutions dictées par l'Occident ou les vieilles élites. Ici, le peuple reprend la parole, récupère ses terres et revendique le contrôle de ses richesses. La véritable arme du futur n'est plus le discours ni la sanction, mais la capacité collective à dire non, à s'unir, à faire de chaque goutte de pétrole, de chaque gramme d'or, de chaque hectare cultivé, un levier d'émancipation. Tant que l'Afrique acceptera d'échanger sa dignité contre des promesses creuses, elle restera prisonnière. Mais le jour où la majorité refusera ce marché, la souveraineté ne sera plus un mirage. Le monde reste fasciné par les affrontements spectaculaires, mais la révolution, la vraie, couve dans le silence des citoyens ordinaires. Ce ne sont pas les généraux, ni les sénateurs, mais bien ces hommes et ces femmes anonymes qui décideront du destin du continent. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'Ouganda qui est à la croisée des chemins, c'est toute l'Afrique. Chacun doit faire un choix, se résigner à l'effacement ou oser le pari de la dignité retrouvée. Ce choix ne concerne pas que les chefs, il revient à chacun d'entre nous. La question n'est plus de savoir qui gagnera ce bras de fer, mais comment l'Afrique transformera cette crise en un sursaut collectif. Car la souveraineté, pour être réelle, exige d'être vécue, défendue et réinventée chaque jour. Pour y parvenir, des étapes concrètes s'imposent. Premièrement, renforcer l'éducation civique et économique. Plus chaque citoyen comprendra les enjeux, plus il sera à même de résister aux manipulations.
Deuxièmement, promouvoir la transparence dans la gestion des ressources. Publier les contrats, ouvrir les débats, faciliter le contrôle citoyen. Troisièmement, investir dans les infrastructures locales pour réduire la dépendance aux importations. Quatrièmement, soutenir l'innovation africaine. Encourager les start-up, les chercheurs, les ingénieurs à créer des solutions adaptées aux réalités du continent. Cinquièmement, exiger la redevabilité des dirigeants, par la presse libre, les ONG, les mouvements sociaux. Enfin, privilégier la coopération sud-sud et les échanges interafricains, pour s'affranchir du diktat des grandes puissances. La route est longue, semée d'embûches. Mais chaque pas compte. À l'image des pionniers du passé, à l'image des jeunes du Sahel aujourd'hui, l'Afrique n'a jamais été aussi proche de reprendre la main. Le choix appartient à chacun de nous, rester spectateur ou acteur de l'histoire. Car au fond, il ne s'agit pas seulement de sanctionner les États-Unis. Il s'agit de se réapproprier son destin, de faire entendre sa voix, de refuser l'injustice et la résignation. Comme le disait Nelson Mandela, cela semble toujours impossible, jusqu'à ce que ce soit fait.